invité aujourd'hui, Laurent Mauduit, Thomas Clé. C'est de parler à Dieu comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages, et devant un avion, rêver de voyage, réussir sa vie. C'est croire en la Allez, encore un effort, amis auditeurs, ne quittez pas l'écoute. Encore un effort, c'est encore une affaire, un scandale qui fait donc la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Actualité franco-française, bien que la mode de juin soit à la running, ça sent la vieille basket tout de même. L'affaire Tapie n'est pas neuve, non. Mais elle a pris ces dernières semaines un nouveau tour. Les dates défilent, les personnalités aussi. Juges politiques, hommes d'affaires, chefs d'entreprise. Il y a ceux que l'on soupçonne, ceux que l'on innocente, ceux que l'on oublie, les noms que l'on murmure, ceux qui se retrouvent en une des journaux, des ramifications dont on ne voit pas encore la fin, des intérêts cachés, des enjeux complexes. Bref, c'est opaque. Et tenez, même le principal intéressé, après tout le dit à la une du journal du dimanche d'hier, Tapie, j'annule l'arbitrage s'il y a entourloupe. Ah, entourloupe, c'est quoi en droit entourloupe? On va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui. Et peut-être avec vous, tenez, pour le plaisir quand même un petit peu, de tout devenir. Eh oui, il y a de tout devenir, réussir sa vie, chantait Bernard Tapie dans les années 80. Laurent Mauduit, Thomas Clé. Laurent Mauduit, je rappelle, vous êtes cofondateur de Mediapart, journaliste spécialisé dans les affaires économiques. Vous avez publié Sous le tapis chez Stock déjà en 2008, et puis vous venez de livrer au printemps, en avril dernier, L'étrange capitulation aux éditions Gavsevitch. Et nous sommes en compagnie aussi donc de Thomas Clé, agrégé de droit, juriste, spécialiste de l'arbitrage. Ah, c'est important. Pas de l'entourloupe, de l'arbitrage. Vice-doyen et président du comité scientifique de la faculté de droit et de sciences politiques de Versailles-Saint-Quentin. Et vous avez publié Loi du sarkozysme chez Odile Jacob. Oui, alors donc entourloupe. Entourloupe est au singulier dans la bouche de Bernard Tapie. Mais s'il fallait au fond essayer de comprendre quelque chose à cette affaire qui est quand même effectivement extrêmement complexe, faut-il mettre un S à entourloupe? Et puis d'ailleurs, tiens, une gageure. On l'a fait remonter d'abord à quand cette affaire? Quelle serait la date? C'est 1991 au rachat d'Adidas? C'est avant? C'est au moment où les socialistes nomment Brère au Crédit Lyonnais? C'est quand la date de l'affaire Laurent Mauduit? C'est exactement le début du rachat d'Adidas par Bernard Tapie, parce que si donc, on 91. Oui, 90, 7 juillet 90. Oui. Hein. Parce qu'en fait, l'histoire Tapie, l'intérêt, ce n'est pas tellement le personnage, c'est ce qu'il révèle. Et je trouve que c'est un formidable trait d'union entre les aspects les plus sombres de ce qu'a été le mitterrandisme et le sarkozysme. Si je dis ça, c'est que l'affaire aurait pu ne pas exister à la fin de 1992. Pour quelle raison? Bernard Tapie achète Adidas sans jamais mettre un sou de sa poche. Alors ça, il faut bien l'avoir en tête. Bien en tête, parce qu'au bout de l'histoire, il va gagner 403 millions d'euros. On en fait pourtant, Stéphane Lozès le rappelait, un des hommes les plus riches de France. Oui. À cette époque, la 10e fortune de France. Oui, bon, mais il a quand même un peu de sous. Oui, parce qu'il pioche dans la caisse, mais il ne met pas un sou. C'est-à-dire, le financement du rachat d'Adidas se fait d'une manière hallucinant sous forme d'emprunt bancaire sur 2 ans, 1,6 milliard de francs. Et c'est le Crédit Lyonnais qui finance. Or, que se passe-t-il? On sait qu'il se rapproche progressivement de la liquidation. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'à l'époque, le Crédit Lyonnais prend une garantie sur l'argent qu'il donne à Tapie. En jargon bancaire, ça s'appelle un nantissement. En clair, si Tapie ne peut pas rembourser 2 ans plus tard, donc à l'automne 92, dans un pays normal, avec une banque normale, la banque aurait fait jouer son nantissement et la banque serait devenue propriétaire d'Adidas. Mais donc la banque, elle sait plus ou moins qu'elle va en fait devenir propriétaire d'Adidas, en temps de l'argent à Bernard Tapie pour acheter Adidas. Oui, mais vous savez, c'est une banque assez particulière. D'abord, c'est une banque publique. Son président, Jean-Yves Abrère, à l'époque, est très proche de l'Élysée, de François Mitterrand. Et il va donc se passer une chose invraisemblable fin 92. Tapie a déjà été ministre quelques mois. Il va le redevenir en fin d'année dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Et la banque accepte une chose invraisemblable, conflit d'intérêts majeur, de ne pas faire jouer le nantissement. Et donc, du coup, elle va vendre Adidas à d'autres, y compris en partie à elle-même. Mais ceci découle aussi de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve Bernard Tapie. C'est-à-dire que, comme à l'époque, vous vous souvenez, il y avait ce précepte mitterrandien du nini.
ni nationalisation, ni privatisation. Donc du même coup, le Crédit Lyonnais a essayé de racheter, de vendre le Adidas, mais sans que l'opération Crédit Lyonnais apparaisse. Et donc du coup, le Crédit Lyonnais est obligé d'inventer des coquilles financières. Le montage est un peu tortueux, et c'est à cause de ce montage qu'ensuite Bernard Tapie va pouvoir s'en prévaloir et engager une procédure judiciaire contre le Crédit Lyonnais. Il faut bien reconnaître qu'il est dans son droit, il peut estimer s'être fait réellement avoir. Oui, mais puisque Adidas coûtera plus cher à la revente qu'il ne l'a liquidé au moment où il l'a liquidé, mais même beaucoup plus cher. Il y a une vraie grosse plus-value. Oui, mais ça, je me fais l'avocat du diable. Mais la Cour de cassation dira, et là, du professeur de droit, la Cour de cassation dira en 2006 que nul ne peut se prévaloir de la bonne fortune ultérieure d'une entreprise. Quand on l'achète ou qu'on la vend, on prend sa valeur réelle au moment de l'opération. Et c'est sur ce motif que la réclamation de Bernard Tapie est cassée. Est partiellement cassée et encadrée. Ouais. Ce qui fait qu'en 2006, l'État, en fait, la structure publique qui porte les actifs douteux du Crédit Lyonnais, est en très bonne situation, puisque si la cassation est partielle, et donc on sait que l'issue est favorable à l'État en 2006. Mais au départ, on a pu croire, alors, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, c'est un peu vieux cette histoire, mais après tout, elle révèle les heures et malheurs de la République depuis 30 ans, quasiment. Au départ, tout cela paraît très, je dirais, vertueux. Finalement, Bernard Tapie revend Adidas parce qu'il devient ministre et qu'on ne peut pas, au fond, et comme le dit la doxa socialiste de l'époque, il ne faut pas mélanger les choses ni les affaires. Oui, mais je vous l'ai dit, dans une banque normale. Non, mais à l'époque, on le voit comme ça, souvenez-vous. Écoutez, non, parce qu'on a oublié qu'il y a à l'époque une commission d'enquête parlementaire, que la droite éructe, et cette fois-ci, à très bon droit, le conflit d'intérêts total. Une banque nationalisée a financé une opération parce que Bernard Tapie avait été présenté par les socialistes à l'époque comme un peu la figure emblématique de l'entrepreneur dynamique. Et qui plaisait à la gauche. Qui plaisait à la gauche, bien sûr. Et la gauche réconcilier la gauche avec l'entreprise. Et la gauche en fait un ministre. Et donc le conflit d'intérêts est à tout moment de cette histoire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Crédit Lyonnais accepte ce financement sur 2 ans, financer toute l'opération sans que l'entrepreneur lui-même mette de l'argent? Ça ne se fait jamais. Une banque accompagne un entrepreneur à la condition qu'il prenne lui-même son risque. Là, il n'a jamais pris le moindre risque. Alors, si vous ramenez l'opération à son résultat financier, vous vous dites qu'au total, 20 ans après, il aura gagné 403 millions d'euros sans jamais mettre un sou dans l'opération. En clair, c'est une sorte de rémunération, presque de salaire. 200 millions d'euros par an pour 2 ans d'investissement dans l'entreprise. Qui gagne une somme pareille? Alors ça, nous allons venir au point près. Alors que tout le monde se demande aujourd'hui, au fond, est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui était à la manœuvre, au fond, du jugement arbitral rendu pour donner ces 403 millions d'euros à Bernard Tapie? On se pose la question, beaucoup, Christine Lagarde a-t-elle été instrumentalisée ou pas? Reposons-nous la question, d'ailleurs, un peu, en revenant en arrière, sur le François Mitterrand de l'époque. Le François Mitterrand de l'époque, il laisse faire tout ça? Il est au courant de tout ça ou pas du tout? Bien sûr, on parle de responsabilité des présidents de la République, puisqu'on veut absolument mettre en cause les présidents de la République. Cette période 92-94 est formidable parce qu'on voit à quel point Bernard Tapie est utilisé par François Mitterrand en début de période et ensuite utilisé par Nicolas Sarkozy à partir de 1994. Si je dis ça, c'est que vous vous souvenez, évidemment, ça a été rappelé, je pense tout à l'heure par Stéphane Rosès, c'est que Bernard Tapie est utilisé dans la campagne des européennes contre Rocard. C'est un scud de Mitterrand pour torpiller la campagne de Rocard pour les européennes. Et puis, au printemps 94, c'est le début des relations entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Et il se passe des tractations secrètes qui sont très intéressantes. En clair, Brice Hortefeux, qui est le bras droit de Nicolas Sarkozy à l'époque, sert de go-between. Et il y a une sorte de montage tortueux qui est imaginé parce que, à l'époque, Édouard Balladur, qui se prépare à la présidentielle, craint beaucoup l'hypothèse d'une candidature de Jacques Delors à la présidentielle. Et donc, l'idée est la suivante. Nicolas Sarkozy fait la proposition à Bernard Tapie, tout auréolé de son beau score aux européennes. Présentez-vous à la présidentielle si Jacques Delors se présente et vous ralliez à Balladur au second tour. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy est ministre budget. Vous vous souvenez que certaines dettes de l'OM sont effacées. Tapie est quasiment en liquidation, mais le tribunal de commerce ne se réunit pas. Et curieusement, on voit le président du tribunal de commerce à plusieurs reprises à Matignon. Il y a un lien qui se fait.
Et finalement, Tapie sera mis en liquidation 2 jours après que Jacques Delors eut annoncé qu'il ne se présentait pas à la présidentielle. Voilà, il y a un lien très curieux entre Tapie et Sarkozy qui se noue au printemps 1994. Alors, Tobaclé, je disais tout à l'heure qu'il fallait sans doute mettre un S à l'entourloupe, terme utilisé par Bernard Tapie. Je ne sais pas si l'entourloupe est un terme en droit. Vous qui êtes juriste et agrégé de droit. Il faudrait d'ailleurs aussi mettre un S, j'ai l'impression, finalement, à arbitrage. Avant d'évoquer, encore une fois, l'arbitrage du jour, c'est sans cesse, au fond, quoi, des erreurs ou même des mauvaises intentions d'arbitrage, non, que toutes ces affaires-là. C'est certain, c'est qu'il ne faut pas confondre l'arbitrage, qui est une procédure multiséculaire absolument indispensable. Marche plutôt bien. Qui marche très bien, qui est destinée à résoudre les litiges dans le commerce international entre des entreprises de nationalités différentes. Vous savez, le bon exemple, c'est Euro Disney. Quand la société Disney veut s'implanter en France, elle ne s'implantera pas en France s'il n'y a pas une clause d'arbitrage qui est prévue, parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver devant les juridictions françaises, c'est-à-dire le tribunal administratif en cas de litige, et il y a toujours un litige. Et on peut prendre un exemple plus récent. Lorsque le Louvre installe un établissement à Abu Dhabi, il y a une clause d'arbitrage, sinon il ne va pas à Abu Dhabi. Donc l'arbitrage... C'est-à-dire quoi, on négocie à l'amiable et pour résoudre les... Non, c'est pas du tout l'amiable. L'arbitrage est une justice à part entière. La seule différence, c'est qu'on choisit ses juges. Oui, c'est ça, voilà. Et qu'on ne se retrouve pas dans la juridiction judiciaire sur laquelle il peut y avoir, à tort ou à raison, un soupçon de partialité, ou même entre la France et les États-Unis, par exemple, on n'a pas envie de se retrouver devant la juridiction américaine pour les Français et inversement pour les Américains, parce que c'est pas sa langue, c'est pas sa culture, c'est pas son droit. Donc on va choisir une juridiction neutre, et c'est à ça que sert l'arbitrage. Et c'est très utile, et il se trouve que par miracle, quasiment pour des raisons historiques, la France, Paris, est la capitale mondiale de l'arbitrage international. Donc c'est un joyau en réalité qui draine beaucoup d'activités économiques importantes et qui n'a rien à voir avec ce dont on parle depuis maintenant plusieurs années, qui n'est pas un arbitrage, qui est une procédure qui fait semblant d'être un arbitrage, qui est une mascarade, une manipulation. Alors pourquoi n'est-elle pas conforme à l'arbitrage, l'affaire Au fond, Tapie, la décision? Même avec le temps d'antenne que vous me donnez, ce serait impossible de détailler l'ensemble des irrégularités qu'on soupçonne dans cette procédure, et je pense, pour ma part, en faire un cas pratique pour mes étudiants, à tel point c'est un livre noir de l'arbitrage ou un vadémécom des mauvaises pratiques. Il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en particulier, pour suivre l'intervention de Laurent Mauduit à l'instant, l'arbitrage est donc une justice à part entière, l'égale de la justice étatique, et ici, de manière totalement inédite, on a un arbitrage qui vient s'engager au milieu d'une procédure étatique. Parce qu'on avait bien, dans le litige tel que ça vient d'être rappelé par Laurent Mauduit, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, un arrêt de la Cour de cassation 9 octobre 2006, et qui était d'ailleurs très bien orienté pour l'État, parce qu'il venait de casser une décision qui avait condamné l'État à 145 millions d'euros de préjudice matériel, et 1 euro, pas 1 million, 1 euro de préjudice moral pour Bernard Tapie. On était devant la Cour d'appel, l'affaire était quasiment en voie de résolution, et tout d'un coup... Donc on était prêt à verser, l'État était prêt à verser... Non, ça a été cassé. Enfin, ça venait d'être cassé par la Cour de cassation. Pour ne jamais verser d'argent à Bernard Tapie. C'est-à-dire que l'État avait fait un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel, et l'État trouvait que c'était trop, 145. C'est ça la réalité. Ah déjà, 145, c'est trop à l'époque. C'est ça. Bon, donc, et on retourne devant la Cour d'appel, et tout d'un coup, le gouvernement décide, on arrête la procédure judiciaire, finalement on n'est pas pour. Madame Lagarde vient nous dire, ce qu'il faut c'est un arbitrage parce que ça va coûter moins cher, on va rassembler toutes les procédures en une seule, etc. Mais tout ça c'est de la mystification. Parce que la réalité, c'est que même si on prend ne serait-ce que les frais de conseil et d'avocat, ils ont été beaucoup plus chers dans la procédure d'arbitrage qui a duré 5 mois que dans l'ensemble des procédures antérieures. Bon, donc il n'y a pas du tout une réduction des coûts à ce moment-là, il y a simplement un fait politique majeur, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, un changement de gouvernement, l'arrivée de Jean-Louis Borloo au ministère des Finances à Bercy, qui le 22 mai 2007 trouve dans son bureau, ça figure dans le rapport de la Cour des comptes, quoi qu'en dise Jean-Louis Borloo aujourd'hui, notamment au micro de RTL, il trouve dans son bureau, remis par son directeur de cabinet, ou l'inverse d'ailleurs, et ça l'enquête le déterminera, le dossier de résolution du litige de l'arbitrage Tapie. Voilà. Et on sait qui le décide, ce moment-là ?
L'enquête est en train d'essayer de savoir qui décide le moment où il faut passer à autre chose pour faire un arbitrage pour, au fond, rembourser. Ce qui est très intriguant dans l'histoire. En deux petits mots, on arrive déjà au bout de la première partie. Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Déjà, quand Nicolas Sarkozy est ministre des Finances, de mars 2004 à novembre 2004, c'est le seul moment en dehors de l'époque Fabius où l'idée d'un arbitrage circule. Donc on sait que l'idée de l'arbitrage a été portée par Claude Guéant et Nicolas Sarkozy de très longue date. On retrouve à ce moment-là au cabinet de Nicolas Sarkozy François Pérol, qui est directeur adjoint de cabinet, je crois, qui va être secrétaire général adjoint de l'Élysée, et qui on retrouve 20 ans avant dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, lorsqu'il était, je crois, au Crédit Agricole ou dans je ne sais plus quelle banque, il avait déjà joué un rôle. Donc la continuité que vous essayez de nous faire dire ce matin, vous avez raison de nous le faire dire, parce que effectivement, ça va de 92 à 2013. Et c'est pas fini. Thomas Clé, Laurent Mauduit, invité des matins. 8h10, 7 minutes, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Les anciens considéraient comme Montesquieu que le principe associé à la République était la vertu, comme le sentiment de l'honneur était lié, lui, au fonctionnement même des régimes monarchiques et aristocratiques. Par là, il entendait un désir profond d'égalité et des habitudes de frugalité, le refus de la pompe et un certain mépris du confort et de l'argent. Or, après lui, Tocqueville a montré que cette vertu, à la romaine, celle du soldat paysan, patriote et désintéressé, était en porte-à-faux avec les mœurs des sociétés démocratiques modernes. Celle-ci valorise au contraire une certaine douceur de vivre, le goût du confort domestique et un rapport à l'argent qui n'est certes pas dicté par le mépris. C'est encore plus vrai de nos sociétés actuelles. Comme l'écrivait Raymond Aron, je le cite, « Les hommes ne peuvent se donner pour valeur suprême la frugalité dans une économie qui s'efforce de créer l'abondance. » On a dit, dès les classiques grecs, que la corruption était peut-être le prix à payer pour vivre en démocratie. Plutarque nous montre le chef démocrate Périclès achetant les masses athéniennes en versant des indemnités aux spectateurs des théâtres afin de se débarrasser de son rival Simon. Max Weber, de son côté, estimait que le système représentatif entraîne nécessairement la création d'une classe de politiciens de métier sans vocation, au milieu desquels, écrivait-il, les vrais chefs n'ont pas leur place. Rompus au maquignonnage dans la confection des listes au profit des notables, toujours selon Weber, nos régimes constitutionnels pluralistes, comme les nommait Aron, sont en effet enclins à la corruption. Mais qu'on ne vienne pas nous dire surtout que les despotismes seraient moins corrompus. On a vu au contraire, par exemple récemment en Tunisie, comment un Ben Ali et sa belle famille avaient pu faire main basse sur tout ce que le pays produisait de richesse. Et le niveau de corruption de la Russie poutinienne est bien plus élevé, comme on sait, que celui des social-démocraties scandinaves. La démocratie est peut-être un régime qui autorise l'enrichissement des élus, mais elle met en œuvre des procédures qui permettent aussi de le contrôler efficacement. La liberté de la presse, qui permet la transparence, la concurrence entre les partis et surtout la séparation des pouvoirs avec l'indépendance de la magistrature. Yves Mény, l'auteur de « La corruption de la République », expliquait dans ce livre, paru il y a 20 ans, que la France était plus vulnérable que d'autres démocraties à la corruption en raison de l'étroitesse et de l'endogamie de son élite dirigeante, de la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif, qui est l'une des caractéristiques de notre Ve République. Alors, les affaires, elles se succèdent. Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, champion des redressements fiscaux, dissimulant à l'étranger une partie de sa fortune. Jean-Noël Guérini, président PS du Conseil général des Bouches-du-Rhône, mis en examen pour complicité d'extorsion avec violence et trafic d'influence. Ziad Takieddine, intermédiaire en armement, poursuivi pour corruption d'agents publics étrangers, fraude fiscale et organisation d'insolvabilité, écroué ce week-end pour avoir cherché à fuir à l'étranger à l'aide d'un passeport diplomatique dominicain. Toutes ces affaires de corruption ébranlent la confiance en la démocratie et font objectivement le jeu des partis populistes qui prospèrent sur l'opinion que la classe politique tout entière est corrompue et qu'elle devrait être balayée. L'affaire Tapie, elle est plus difficile à juger en l'état actuel du dossier et nous essayons d'y voir plus clair ce matin. Mais je voudrais citer à nouveau Yves Mény dans un article plus récent. Il écrit « Le problème en France est que la plupart des contrôles mis en place le sont souvent de manière réactive à la suite de scandales, dans l'improvisation, l'urgence étant de livrer en pâture aux médias quelques mesures destinées à les apaiser. Les gouvernements semblent toujours en retard d'un train et condamnés à la démagogie
plus qu'à une remise en ordre sérieuse. Il faisait sans doute, fin de citation, il faisait sans doute Mény allusion à un récent projet de loi émanant de la ministre de la Justice qui prévoit la création d'un parquet financier national, c'est-à-dire d'une espèce de super procureur spécialisé dans les affaires de corruption ayant compétence sur l'ensemble du territoire national. Les syndicats de magistrats, en particulier l'Union syndicale de la magistrature, est vent debout contre cette initiative dont elle estime qu'elle doublonnera d'autres institutions telles que les juridictions interrégionales spécialisées. Qu'en pensez-vous ? La chronique de Bruce Couturier sur franceculture.fr. Votre chronique, j'ai vu nos invités réagir et celui qui se manifeste le plus, visiblement, c'est Thomas Clé, notre professeur de droit. Thomas Clé. Oui, ça m'intéresse, d'autant plus que c'est un sujet, le procureur national anticorruption, sur lequel je m'étais intéressé il y a quelque temps. Et je crois que ce que reproche essentiellement l'USM, ce que vous veniez de dire, c'est l'absence d'indépendance du procureur. Tant que le statut des procureurs n'aura pas été totalement déconnecté du pouvoir politique, et il semblerait que le projet constitutionnel qui est prévu pour l'été, de réforme constitutionnelle, n'aboutira pas en raison d'un manque de majorité au Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat. Ce qui veut dire que ce procureur national anticorruption ne sera pas indépendant, puisqu'en l'état du projet, il est placé sous l'autorité du procureur général de la Cour d'appel de Paris et qu'il est en concurrence avec le procureur de la République de Paris, ce qui est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes et que ce projet n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs qu'un certain nombre d'entre nous avions. Mais je voudrais rebondir une deuxième fois sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez fait une chronique absolument excellente sur la corruption en citant cet ouvrage majeur de mon collègue Yves Mény, publié en 93. Parce que, et rebondir avec le titre de notre émission de ce matin, qui est l'entourloupe. Je n'ai pas répondu tout à l'heure. Avec des S. Voilà, à votre question, qui était de savoir est-ce que l'entourloupe est une qualification juridique. Alors la réponse est non. L'entourloupe ne figure pas dans le code pénal. En tout cas, pas voilà, rassuré. À ma connaissance. En revanche, ce qui est intéressant dans la déclaration de Bernard Tapie hier, même si je ne veux pas du tout m'en faire l'exégète, c'est que il sous-entend l'entourloupe comme la corruption, justement, ce qui fait le lien avec votre chronique. Puisqu'il dit, s'il y a une entourloupe, s'il y a des dessous de table, alors j'annulerai l'arbitrage. D'ailleurs, il ne peut pas annuler l'arbitrage, enfin, il peut rendre l'argent s'il le souhaite. Ça, d'ailleurs, il a besoin de rien attendre tout. Non, enfin, il signifie que s'il y a eu des entourloupes... Oui, mais il associe l'entourloupe à la corruption. Et là, permettez aux juristes que je suis de revenir, justement, sur la qualification, parce que dans ce dossier, on a à peu près on a un certain nombre d'infractions qui figurent dans le code pénal. On a presque un inventaire complet du code pénal. On a l'escroquerie en bande organisée, on a le recel, on a l'abus de pouvoirs sociaux, on a le détournement de fonds publics, on a le faux en écriture publique, mais on n'a pas la corruption, justement. Parce que la corruption, c'est pas une hypothèse de travail dans ce dossier, et à mon avis, je vous donne mon sentiment, il n'y a pas de corruption dans cette affaire. C'est pas un sujet de corruption au sens pénal du terme. Donc dire, s'il y a corruption, je rends l'argent, c'est d'une certaine manière, si j'ose dire, une entourloupe. Parce que, puisque personne ne travaille sur une hypothèse de corruption, les conditions posées par Bernard Tapie pour rendre l'argent ne sont pas, en l'occurrence, remplies. Laurent Mauduit. Oui, je dressais l'oreille en écoutant votre chronique, parce que c'est vrai que moi, longtemps au Monde, chroniquant les mutations du capitalisme français, avant d'être à Mediapart, je me disais que ce que l'on vivait était une mutation du vieux capitalisme français, de modèle rhénan vers un capitalisme anglo-saxon. Or, l'aspect spectaculaire, je trouve, de cette mutation, c'est qu'elle a été inachevée et qu'on est resté, c'est-à-dire qu'on a capté du modèle anglo-saxon les systèmes d'enrichissement des mandataires sociaux, les sulfureuses rémunérations, mais pas la transparence qui va avec. Et on a ce capitalisme hybride avec d'un côté des traits anglo-saxons, très forte rémunération, working poor, et de l'autre une opacité totale et plus qu'une opacité. Un système qui fonctionne souvent en violation des règles de l'état de droit. C'est ce que révèle entre le capitalisme français et les élites politiques, c'est ce que révèlent toutes les affaires récentes, de l'affaire Tapie, l'affaire Bettencourt. Et voilà, et je trouve qu'il y a un aspect très emblématique dans l'affaire Tapie, d'un capitalisme, pardon de la violence du terme, un peu néo-mafieux. Parce que souvent, avec arrogance, les Français pointent l'Italie en disant, regardez, il y a un capitalisme un peu mafieux. Sauf que là-bas, c'est un capitalisme lié à la misère et à la criminalité. Nous, on a un système un peu mafieux, mais oligarchique, au sommet. C'est-à-dire qu'on viole l'état de droit. C'est-à-dire qu'il se mêle effectivement dans cette histoire-là, en plus ce qui est très compliqué, c'est que c'est à la fois Bernard Tapie, mais ça n'est pas au fond que
Bernard Tapie. On pourrait se dire que bon, le cas est intéressant, évidemment, mais il révèle tellement d'autres dysfonctionnements. On se rend compte quand même que Bernard Tapie, il a fait du tort à 2 présidents de la République, à 2 premiers ministres, ou on pourrait dire que 2 présidents de la République et 2 premiers ministres ont fait du tort à Bernard Tapie, ce qui fait de lui certes un homme de pouvoir, mais enfin, François Mitterrand l'a fait 2 fois ministre, et puis 2 fois il a été pris dans un scandale. Nicolas Sarkozy aurait favorisé, on va dire, cet arbitrage. C'est ce que dit Gattegno dans le point.fr. Et puis voici qu'il est éclaboussé à son tour. Gattegno poursuit, dit Michel Rocard et Lionel Jospin s'étaient opposés à Tapie quand ils étaient à Matignon. Il leur a pourri l'existence en contrepartie. Enfin bref, il y a un jeu de renvoi constamment sur quand même nos institutions et la République, dans ce cas-là, alors là, de plus faible, non, Thomas Clé? Oui, alors c'est exactement le sujet. Et d'ailleurs, à votre liste, on pourra peut-être ajouter un jour... Parce qu'on n'arrivera pas à rentrer dans tous les méandres. Enfin, non, il y aura 2-3 points d'actualité qu'on voudrait éclaircir, mais on n'y arrivera c'est pas. C'est exactement le sujet, parce que ce que vous dites là, et d'ailleurs à votre liste, on pourra probablement un jour ajouter, je ne sais pas, l'enquête le montrera, Jean-Louis Borloo, dont la carrière politique sera peut-être impactée à son tour par cette affaire. Mais c'est exactement le sujet, parce que le problème, et moi je le dis depuis 5 ans dans ce dossier, le problème n'est pas Bernard Tapie. Le fait que Bernard Tapie ait voulu aller à l'arbitrage était pour lui une position naturelle, une position cohérente. Bernard Tapie est comme chacun d'entre nous, mortel. Il réclame son dû. Oui, il est mortel, il n'a pas le temps qu'a la personne publique, l'État, donc il a besoin d'aller vite, et l'arbitrage lui offre une solution rapide. Le problème, c'est pourquoi l'État a accepté d'aller à l'arbitrage. C'est tout le problème, alors que d'une part, l'arbitrage n'est pas fait pour ce type de procédure, et d'autre part, que l'État était bien engagé dans la procédure étatique qui était quasiment en voie de se terminer. Le problème, c'est la corruption de l'État. Corruption, cette fois-ci, pas au sens juridique, mais au sens général. Laurent Mauduit? Oui, je trouve que ça... Ce que dit Thomas qui est important, c'est un révélateur. Tapie est presque un comparse, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. D'un seul coup, on voit comment l'État dysfonctionne, et pas seulement comment il dysfonctionne, même quand il fonctionne normalement, à quel point l'État de droit est faible en France. J'en prends un exemple. Il y a eu, au lendemain de la sentence, une émotion publique et beaucoup de recours devant la justice administrative. Et on peut se dire, notamment pour excès de pouvoir, visant Christine Lagarde. Ce qui est très choquant, je trouve, c'est donc c'était jugé en première instance, en appel, et c'est arrivé jusqu'au Conseil d'État. Qui ont été rejetés pour défaut d'intérêt à agir. Et j'allais terminer, Thomas. Ce qui est très choquant, c'est que la Déclaration des droits de l'homme édicte dans son article 14 que tout citoyen doit avoir les moyens de contrôler par lui-même ou par l'intermédiaire de ses représentants l'usage des fonds publics. Et le Conseil d'État, peut-être que la loi est mal faite, mais le Conseil d'État a considéré que nul n'avait intérêt à agir, pas même un élu de la nation. Et donc de ce point de vue-là, ça montre à quel point la démocratie française est faible. Actuellement, un juge, donc Festou, est mis à l'examen. Un avocat, un ancien juge, et un avocat, Boris Saint-Tron, est en garde à vue. Non, il est sorti de garde à vue depuis lundi. Mais vous disiez sur BFM que c'est rare. Thomas Clé, justement, le 28 mai dernier. C'est vrai que ça veut dire que c'est ça veut dire que l'affaire est grave. Pour parler clair, lorsqu'on met un ancien président de cour d'appel, premier président de cour d'appel, en plus la cour d'appel de Versailles, qui est une belle cour d'appel, connue, élevée dans la hiérarchie judiciaire, en garde à vue pendant 48 heures, un homme de 86 ans quand même. Moi, j'ai aussi une pensée pour l'homme dans ces conditions-là, parce que 86 ans, 2 jours de garde à vue à l'Hôtel-Dieu, c'est extrêmement éprouvant, quelles que soient les turpitudes supposées. Lorsqu'on met en garde à vue un avocat, vous savez, pour mettre en garde à vue un avocat, c'est quasiment encore plus difficile que mettre en garde à vue un ancien magistrat, parce que l'avocat, il est quand même soutenu par le barreau, par le bâtonnier. Ça a créé de l'émotion, en dépit de la personnalité controversée de cet avocat. Maurice Lantourne, l'avocat de Bernard Tapie, qui a conçu l'ensemble du dossier, et qui aura forcément à rendre des comptes si l'escroquerie en bande organisée est confirmée. Alors attendez, le citoyen lambda qui a peur du moindre policier pour une contravention, bande organisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plusieurs, parce qu'une bande, c'est pas Pierre Estoupe tout seul, qui est pour l'instant le seul mis en examen. Ça veut dire qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent, probablement dans la semaine, peut-être même au moment où nous parlons, à d'autres gardes à vue, d'autres mises en examen, et qu'on peut envisager... Mais de personnages très, très importants. Bien sûr, et vous savez, dans cette affaire, il y a eu toute une série de perquisitions. Plus exactement,
tous les protagonistes ont été perquisitionnés jusqu'à l'ancien secrétaire général de l'Élysée, la ministre, son directeur de cabinet, etc. On peut raisonnablement penser que les gardes à vue, ou au moins les auditions, vont concerner la plupart des personnes qui ont été perquisitionnées il y a 2 mois. Laurent Mauduit. Oui, le terme de bande organisée est très important parce que la question est de savoir si c'est seulement, est-ce que la justice se dit qu'il y a une bande organisée à l'extérieur de l'État ou aussi si certains responsables de l'État sont dans cette bande. Si je dis ça, c'est que moi, à Mediapart, j'ai fait l'objet d'une réquisition judiciaire parce que j'ai dit à plusieurs reprises que j'avais la preuve qu'après avoir touché son pactole, Bernard Tapie avait été négocier ses impôts dans le bureau de Claude Guéant. Et donc j'ai produit et j'ai accepté la réquisition et donc j'ai mis en ligne une bande d'enregistrement que j'avais dans lequel Bernard Tapie racontait lui-même qu'il avait négocié ses impôts dans le bureau de Claude Guéant. Et ensuite j'ai raconté un intermède invraisemblable, c'est que il y a eu devant le tribunal de commerce un jugement pour savoir s'il devait payer des arriérés d'impôts. Et l'État qui a perdu en première instance devant le tribunal de commerce, alors qu'il juridiquement il a une position solide, n'a pas fait appel quelques mois après la rencontre Tapie-Guéant. Et donc c'est très intéressant de voir que la justice travaille sur cette hypothèse de bande organisée. Est-ce que Claude Guéant, par exemple, est dans cette bande? Est-ce que la justice, après avoir perquisitionné chez lui, va considérer qu'il y a aussi une suspicion qui pèse sur l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy? Un petit mot, Thomas Clé, puis la parole va tourner. Juste pour compléter, parce que la bande que Laurent Mauduit a mis en ligne sur Mediapart, elle est en réalité explosive. Et pour l'instant, elle n'a pas encore été véritablement exploitée par la presse. Elle est explosive parce que Bernard Tapie dit lui-même, on l'entend, c'est sa voix, qu'il a négocié ses impôts avec Claude Guéant et avec le directeur de cabinet d'Éric Woerth à l'époque. Donc ça veut dire qu'il était bien au cœur de l'appareil d'État. Et là, il n'y aura pas de problème d'identification de la voix, comme une autre affaire également mise en lumière par Mediapart. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le terme du processus, la négociation des impôts, c'est la négociation des impôts sur le montant de la sentence arbitrale, sur les 403 millions qui ont été touchés. Ça veut dire que depuis l'origine, et on n'a pas le temps d'y revenir, mais depuis la création, le recours à l'arbitrage qui lui-même était frelaté, jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire le paiement des impôts sur le montant des indemnités touchées, tout s'est fait, en tout cas c'est une hypothèse possible, tout s'est fait en intelligence, en organisation, pour reprendre le thème de la qualification pénale, avec les plus hauts responsables de l'ancien État et de l'ancienne législature. Alors, Stéphane Rosès a demandé la parole. Ce que vous venez de dire là, et autour de la table nous sommes d'accord, cette affaire Bernard Tapie est révélateur de la société française, de l'État, peut-être de l'opinion. Et ce que vous dites sur est-ce que c'est à l'intérieur de l'État ou pas qu'il y a problème, ce qu'a dit Brice Couturier sur la question en France, justement, de la corruption, appelle peut-être une réflexion plus large à partir du propos de Laurent Mauduit. Laurent Mauduit, vous dites « J'ai cru au Monde et à Mediapart que nous passions d'un type de capitalisme traditionnel plutôt rénant à un capitalisme anglo-saxon. Or, il n'y a pas l'avantage du capitalisme anglo-saxon qui est la question du droit la transparence et de l'état de droit, de la transparence. Et vous dites, est-ce qu'on n'est pas dans un système plutôt mafieux? Moi, je vous poserai la question de façon différente. Est-ce que finalement, ce qu'on se dit, ce n'est pas, depuis des siècles, le fait de la confusion pour tenir ensemble les Français entre l'État et l'État, c'est moi. Et donc, du coup, j'interpelle votre idée de mafia. Me semble-t-il, la spécificité française, c'est que le sujet d'une société comme la nôtre, c'est qu'est-ce qui la fait tenir ensemble, de sorte que ce n'est pas l'économie qui fait bouger la société française, d'où votre interrogation. C'est plutôt la société française qui continue à s'interroger sans cesse, toute la possibilité de ce genre d'affaires sur qu'est-ce qui la tient ensemble. Ce qui tient ensemble la France et les Français, c'est l'État. Et c'est le politique qui prévaut sans cesse en dernière instance. Alors, de temps en temps, il y a des affaires. De temps en temps, il y a des mises à nu. Laurent Mauduit. Oui, enfin, moi, ma conviction, c'est qu'il y a un système de nécrose qui s'emboîte entre nécrose du capitalisme français et nécrose de l'état de droit. Et je trouve que l'un et l'autre se combinent sans arrêt et qu'il n'y a pas, en fait, de fonctionnement, harmonieux, des fonctionnements des contre-pouvoirs. C'est ça qui dysfonctionne en permanence, me semble-t-il.
Moi, je voudrais juste comprendre une chose, puisqu'on voit notamment dans les enjeux de cette affaire-là, il y a par exemple 45 millions d'euros donc, pour préjudice moral. Hein. On lui a quand même pas coupé une jambe. Une jambe, ça ne vaut pas 45 millions d'euros. Ça pourrait. Comment est-ce qu'on fixe le préjudice moral? Comment ces 45 millions d'euros sont-ils fixés? Alors, si vous me demandez de justifier cette décision, oui, j'en suis bien incapable. Que vous l'approuvez pas de toute façon, mais enfin bon, non, mais comment Ce que je peux faire, c'est vous dire ce qu'il y a dans la sentence au sujet de ces 45 millions, qui sont évidemment totalement inédits dans la procédure française. Dans la procédure étrangère, j'ai cherché un peu, je n'ai rien trouvé comme somme qui pourrait s'approcher de 45 millions. Il faut savoir que M. Dils, qui a passé 16 ans en prison alors qu'il était innocent, a touché 1 million d'euros, et c'est à ce jour le 45 fois moins. Voilà. Et c'est 16 ans de prison, hein. Oui. Bon. Donc, donc, si vous voulez, on est sur des chiffres qui sont totalement extravagants et qui sont... Et j'aurais même du mal à vous les justifier à la lecture de la sentence, puisque la sentence arbitrale ne consacre qu'une seule page, et encore écrite en gros caractères, sur ces 45 millions d'euros. Et la justification, c'est que Bernard Tapie et son épouse ont subi les colibets à partir d'un dessin publié dans je ne sais plus dans une publicité, je crois, du Crédit Lyonnais, où leur nom était écrit sur une poubelle, dans le dessin. Et ça, c'est la justification des 45 millions. Il faut aussi les rapporter. Je veux bien qu'on fasse un dessin de moi sur une poubelle. Il faut les rapporter à la décision qui avait été prise sur le même sujet par la Cour d'appel de Paris le 30 septembre 2005, dans cette affaire, où elle avait dit, oui, il y a un préjudice moral, et qu'elle l'avait évalué à combien? À 1 euro. Mais si je peux me permettre, Thomas, c'est que le préjudice moral jugé par la Cour d'appel en 2005 ne renvoie pas à cette affaire de publicité avec la poubelle. Parce que ça avait déjà été jugé en 1994 à Paris et la demande de Tapie avait été déboutée. Et donc la sentence arbitrale avec le préjudice moral est un viol de l'autorité de la chose jugée. Ça avait déjà été tranché et Tapie avait été débouté. Absolument. Vous avez eu des soucis avec Bernard Tapie en justice, Thomas Clé? Oui, et j'ai pas réclamé effectivement, il m'a attaqué en diffamation. Et puis après, comme il fait souvent, il s'est retiré de son action. Donc c'est moi qui l'ai attaqué cette fois-ci en abus de procédure, en abus de constitution de partie civile. Mais je vais vous faire une confidence, je n'ai pas réclamé l'application de la jurisprudence Tapie en matière d'évaluation du préjudice moral qu'il m'avait occasionné. Ah oui, vous faites une croix de €. Voilà. Honnête homme. Alors Sylvain Kahn et Brice Couturier. Sylvain. Oui. Allez. Alors. Donc il ne nous a pas échappé que cette affaire, ou plutôt cette judiciarisation de l'affaire, arrive après le changement de majorité, c'est-à-dire après l'alternance de 2012. Alors moi du coup j'ai une question. Est-ce que par rapport à ce que vous nous avez expliqué, est-ce que ça veut dire que François Hollande est en train à son tour de régler des comptes et d'utiliser le fait qu'il est au pouvoir pour dézinguer un certain nombre d'ennemis? Ou au contraire, avez-vous le sentiment qu'à la différence de ses trois prédécesseurs, on a enfin un président qui serait décidé à, on va dire, conforter l'état de droit et à lutter contre ce que vous avez appelé la corruption en général de l'État? Sur ce point, Thomas Clé. Quels que soient les reproches qu'on peut faire à François Hollande dans différents domaines, je crois qu'il y a un point qui fait plus, c'est que sous François Hollande, la justice est indépendante. Et ça tranche avec effectivement les périodes précédentes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2012, il y a des juges d'instruction qui ont été nommés et qui enquêtent dans cette affaire avec beaucoup de professionnalisme. D'ailleurs, il faut aussi rendre hommage au travail de ces juges, ces 3 juges saisis de ce dossier qui font ça avec énormément de méticulosité et qui agissent en toute indépendance dans cette affaire. Je ne crois pas du tout que ni de près ni de loin François Hollande ait été à la manœuvre, mais en revanche, ce qui est certain, c'est comme vous le soulevez, effectivement, avant il ne s'est rien passé. Or la sentence date du 7 juillet 2008, et dans la période précédente, c'est-à-dire de 2008 à 2012, il ne s'est rien passé, peut-être précisément parce que à cette époque-là, la justice était moins indépendante. Alors, Laurent Mauduit, j'avais 2 petits bémols dans le comportement des socialistes. D'une part, sous l'ancien quinquennat, il y a des éléments, des indices de la fraude et qui n'ont pas été mis à jour alors que les socialistes auraient eu le moyen de le faire. Si je le dis, c'est que l'un des éléments d'accélération de l'affaire a été la révélation par moi-même du rapport de la Cour des comptes dans lequel il y avait été consignés les faux en écriture. Voilà, et donc ils auraient pu avoir un rôle plus vertueux, ils n'ont pas été au premier rang. Et puis je trouve
trouve qu'il faut, ce que dit Thomas Clé est vrai, mais avec une petite nuance. L'état de droit fonctionne, la justice a fonctionné, mais j'ai trouvé que le gouvernement n'était pas très dynamique, notamment, on sait maintenant que dans les procédures de recours, et Thomas Clé est beaucoup plus compétent que moi, l'État, via l'organisme public qui était en confrontation judiciaire avec Tapi, le CDR, pouvait se porter partie civile. Commission des résolutions. Ouais. Non, CDR, pardon. CDR, c'était consortium de réalisation. Consortium de réalisation. Voilà, donc c'est la structure de défaisance du Crédit Lyonnais. Voilà. Et on sait que si il y a des irrégularités, l'État, via le CDR, peut se porter partie civile. Je trouve qu'alors que l'information judiciaire est ouverte depuis septembre 92, attendre 9 mois pour se poser enfin la question d'une éventuelle constitution de partie civile, c'est bien long. Et pourquoi ce délai ? Pourquoi ce délai ? Il faut poser la question à Pierre Moscovici. Boris Couturier. Oui, je disais l'avantage des démocraties par rapport au despotisme, aux tyrannies, etc. en matière de corruption, c'est pas qu'il y ait moins de corruption dans les démocraties, c'est que on le sait davantage et que donc on peut lutter contre, notamment grâce à l'indépendance de la justice et grâce aussi aux alternances, car ce qui fait la force de la démocratie, c'est qu'on peut se débarrasser de ces gouvernants quand on a cessé de les aimer. Ce qui permet effectivement de faire sortir les affaires. Ce qu'on peut déplorer, c'est que c'est à l'occasion des alternances que sortent ces affaires. Ouais. Dans le cas de Bernard Tapie, il ne faut pas oublier l'arrière-fond politique. N'oublions pas que Bernard Tapie vient de se payer la Provence et qu'il a toujours un œil sur la mairie de Marseille. Or, Bernard Tapie est un homme politique. N'oublions pas comment il a été... Vous étiez bien gentil à l'égard de François Mitterrand en disant que Mitterrand a été instrumentalisé par Tapie. Moi, je me souviens quand même comment Mitterrand a instrumentalisé Tapie pour faire tomber la liste de Michel Rocard en 1994 aux élections européennes. Il avait mis en avant Tapie pour faire baisser l'homme qui lui faisait de l'ombre au sein du Parti socialiste. Et d'ailleurs, la liste Tapie radicale pour Mitterrand avait fait un très bon score et avait ridiculisé Michel Rocard, ce qui n'est pas très sympathique de la part du président de la République pour son ancien Premier ministre. Mais enfin, passons. Là, on est dans le même cas de figure. On est face à un Bernard Tapie qui était en train de reprendre l'initiative sur le plan politique et qui visait la mairie de Marseille. Donc on peut pas... On faisait ce genre de reproche à Sarkozy quand il mettait en cause d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. On peut se demander s'il n'y a pas aussi là une instrumentalisation de la justice à des fins politiques pour empêcher tout simplement Bernard Tapie de conquérir la mairie de Marseille. Qu'en pensez-vous ? Thomas Clé. Oui, moi je crois que ça, ce sont des élucubrations, ou disons c'est un commentaire politique, mais là on est sur une affaire judiciaire qui a mis beaucoup de temps à aboutir, et elle aboutit maintenant. Je ne crois pas que ce soit lié à l'agenda politique. Étrange coïncidence. Oui, mais ça c'est toujours comme ça. On dit il y a l'affaire Cahuzac, ensuite il y a l'affaire Tapie, donc c'est l'affaire Tapie, c'est pour écarter l'affaire Cahuzac. Non, c'est comme ça. Les choses se révèlent à un certain moment, et je ne crois pas que 2 ans avant la mairie de Marseille, surtout pour quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il ne sera pas candidat, chacun sait qu'il manque. Non, je trouve que là, ça voudrait dire que l'ensemble de la chaîne judiciaire est complice de la volonté d'essayer d'empêcher Bernard Tapie d'accéder à la mairie de Marseille. Ça me semble être une théorie du complot un peu forcée. C'est qu'avec Boris Couturier, le pire est toujours sûr. Laurent Mauduit. Honnêtement, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais l'affaire a failli être étouffée, vraiment. Et on n'a été que quelques-uns, quelques journalistes, Thomas Clé au plan du droit, quelques hommes politiques très peu nombreux, et les socialistes ont joué un rôle, je viens de le rappeler, assez mineur. Ce que vous disiez par ailleurs sur le passé est vrai, c'est que Mitterrand a instrumentalisé Tapie, que l'affairisme de cette époque était aussi fort que l'affairisme du précédent, avec les grands scandales, délits d'initiés de Péchinet-Triangle, le scandale Elf. Mais même Crédit Lyonnais, c'était un scandale. Bien sûr, évidemment, vous avez raison. Les archives qui ont brûlé là, honnêtement, ce que je viens de rappeler sur le fait que l'État attardé via le CDR à se constituer partie civile montre bien que le gouvernement et François Hollande n'a pas joué un rôle proactif pour faire que la vérité éclate. Je voudrais vous faire écouter un ancien patron du Crédit Lyonnais de 1993 à 2003, Jean-Pierre Levade, qui, au micro de Marie Casaban, parle donc, selon lui, sur cette affaire-là, d'une affaire et d'un scandale plus gros que tous les autres. Jean-Pierre Levade. La tentation de pénétration de la République par ce que j'appellerais, disons, de manière plus globale des affairistes, c'est vieux comme la République. Il y a des anciennes histoires bien connues qui ont fait, si je puis dire, la une des journaux en leur temps. Voilà, cette fois-ci, c'est la version 20e, 21e siècle du même phénomène.
Vous avez vous-même parlé d'un des plus gros scandales de la République. Pour vous, cette affaire Tapie, c'est pire que Cahuzac, c'est pire que Karachi, c'est pire que Bettencourt? Oui, parce que Karachi, on n'a aucun élément de preuve. Bettencourt, rien ne prouve que la République en tant que telle soit impliquée. Là, clairement, le recours à l'arbitrage est une décision de la République elle-même, puisque c'est une décision de la ministre des Finances. Donc la République a joué consciemment contre ses propres intérêts, à un moment où elle allait gagner. C'est ça qui est scandaleux. La République a joué contre ses intérêts, et dit Jean-Pierre Lavat, notamment évoquant la figure de la ministre de la Finance. Mais oui, alors on n'a pas trop prononcé encore dans cette émission le nom de Christine Lagarde, qui était donc témoin assisté. Monsieur le professeur de droit, c'est grave? Témoin assisté, c'est grave. Contrairement à ce qu'on peut dire... oui, parce qu'on dit qu'elle n'est pas mise en examen. On dit qu'elle est blanchie, mais pas du tout. Témoin assisté, la définition qu'il y a dans le Code de procédure pénale, c'est quoi? C'est une personne qui est mise en cause en raison d'indices vraisemblables qui rendent vraisemblable la commission d'une infraction. C'est quand même assez lourd. Alors, il n'y a pas des indices graves et concordants comme dans le statut de mise en examen, mais il y a des indices qui rendent vraisemblable la commission d'une infraction. Et quelle infraction? Excusez du peu. Détournement de fonds publics et faux en écriture publique, chacune passible de 5 ans de prison. Bon, à partir de maintenant, moi, comme je ne souhaite pas aller en prison, on va quand même employer le conditionnel. Oui, bien sûr. Tout le monde est présumé innocent dans cette affaire. Est-ce qu'on attend ou quoi, au fond, que Christine Lagarde, éventuellement, dise ce que tout le monde pense qu'elle pourrait dire sur l'application de l'ancien chef de l'État ou pas, Laurent Mauduit? Est-ce qu'elle a déjà commencé à dire, d'après les informations que j'ai recueillies, à la fin de ses auditions devant la Cour? Est-ce qu'elle va se sacrifier comme Alain Juppé s'était sacrifié pour Jacques Chirac, pour Nicolas Sarkozy? Parce que c'est vrai qu'elle a toujours dit dans le passé, je n'ai pas reçu d'instructions. Bon petit soldat. J'ai tout décidé. Or, on a beaucoup documenté, moi sur Mediapart, d'autres journalistes ailleurs, le fait que les instructions venaient de l'Élysée. Et donc, à ma connaissance, devant la Cour de justice de la République, elle a infléchi sa stratégie de défense. Pour la première fois, elle a admis qu'il y avait des instructions. Elle l'a dit avec beaucoup de prudence, avec des phrases, si j'ai bien compris, qui étaient très ciselées, mais qui en creux signifiaient bien ce qu'elle voulait dire. En clair, Claude Guéant, notamment, a joué un rôle majeur dans les instructions données par l'Élysée. Claude Guéant, rappelons-le, qui était secrétaire général de l'Élysée. Thomas Clé. Si vous voulez, aujourd'hui, on peut considérer comme quasiment acquise l'idée qu'il y a une escroquerie ou une manipulation ou une opération de grande envergure dans cet arbitrage. Ce que la justice essaie de déterminer, c'est le rôle de chacun. Or, depuis quelques jours, on assiste à une sorte de jeu du mistigris où chacun va se redonner la carte perdante, faire passer le poids de la responsabilité de cette affaire. On a des déclarations assez fortes, celle de Christine Lagarde qui dit en substance « c'était prêt avant moi, donc ça incrimine Jean-Louis Borloo, ça a été fait sous moi, c'est-à-dire mon directeur de cabinet, ou ça a été fait par instruction de Claude Guéant. On a le directeur de cabinet Stéphane Richard qui dit je découvre un certain nombre de choses, j'ai l'impression que c'est une magouille, je vais me porter moi-même partie civile. On a Jean-Louis Borloo qui nous dit je n'étais au courant de rien, je découvre les choses aujourd'hui. Bref, chacun sort pas. Et Bernard Tapie qui nous dit s'il y a une entourloupe, alors là c'est assez spectaculaire, je rends l'argent. Bon, donc aujourd'hui la carte perdante du mistigris passe de main en main et à un moment elle va s'arrêter entre les mains du vrai perdant de cette affaire. Qui est il y en aura plusieurs. Non, parce qu'il y en aura plusieurs. Oui, à mon avis, il y a toute la justice va faire une sorte de graduation qui sont dans la bande organisée. Nicolas Sarkozy et ceux qui Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy, deux perdants seraient les deux perdants de l'affaire. Ah oui, sauf que il est son statut. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy, et c'est peut-être une hypothèse de travail, mais il n'est pas dans le dossier. Bernard Tapie non plus d'ailleurs, il n'est pas dans le dossier. Mais les auditions de cette semaine ou de la semaine qui viennent vont être déterminantes. Enfin, il n'est pas dans le dossier, Thomas. C'est vous le juriste, mais on peut se dire que si la justice avance, s'il y a détournement de fonds publics, on peut peut-être imaginer qu'il y a recel aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure. S'il y a recel, ça va être très compliqué. Très couronné au travers de Christine Lagarde, la France s'est engagée. On a cru comprendre que la France, au travers du président de la République, était ennuyée et plutôt dans un premier temps par rapport justement au fait que Christine Lagarde soit inquiétée parce que la France a maintenant un passif à la tête du FMI. On a le sentiment qu'en ce moment, il y a peut-être un changement de pied, non pas sur l'attitude générale. Et est-ce que du coup, il y a une évolution de la situation de Christine Lagarde dans cette affaire et quel impact sur la France à la tête du FMI? En fait, elle n'aurait jamais dû y aller. Parce que rappelez-vous, la publication du rapport de la Cour des comptes est 4 jours avant sa déclaration de candidature. Donc, une partie des fautes pénales était déjà connue avant même qu'elle fasse l'acte de candidature. Thomas Clé.
Oui, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Laurent Mauduit. La question, c'est pourquoi y est-elle allée? Pourquoi a-t-elle été nommée là-bas? Il y avait un risque évident à ce moment-là qu'elle se retrouve un jour à devoir rendre des comptes dans une procédure pénale à la française. Et vous savez, le fait qu'elle soit mise sous le statut de témoin assisté et non pas le statut de mise en examen, il me semble que ce sont des subtilités procédurales extrêmement sophistiquées dont les administrateurs du FMI n'ont rien à faire. La question, c'est les chefs de poursuite, et les chefs de poursuite, ils sont très graves. Encore une fois, je le rappelle, faux en écriture publique et détournement de fonds publics. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, le FMI la soutient dans ses déclarations internes. Bien sûr. Hein. Mais il n'empêche que c'est grave. La seule chose qu'il faut quand même préciser, c'est que le fait qu'elle ne soit pas mise en examen veut dire qu'elle ne sera pas renvoyée devant la juridiction de jugement, sauf fait nouveau. Ça, c'est quand même un élément qui est pour elle un soulagement. Bon, et comme vous dites, cela dit, les faits nouveaux, il peut s'en produire même tous les jours. En parlant. Et puis, ces témoins assistés, c'était un statut évolutif. Oui. Merci, Taubaclé.